débutons ce journal avec les titres. La Pâque 2017 a été dénommée Pâque de gloire au sein des églises missionnaires pentecôtistes internationales Le Bon Berger. Au Sénégal, le PDS s'organise pour les législatives. À Durban, la quête d'un centre-ville moderne est sûre. À l'international, Portugal, 5 morts après un crash d'un avion de tourisme. Mesdames et messieurs, bienvenue sur The Blessing Channel. C'est toujours un plaisir pour nous de vous présenter ce journal. La Pâque 2017 a été dénommée Pâque de gloire au sein des églises missionnaires pentecôtistes internationales Le Bon Berger de la prophétesse missionnaire Alice Nguessan. La commémoration de la résurrection de Jésus-Christ a été marquée par un culte spécial le dimanche 16 avril 2017. La Pâque, événement très important de la foi chrétienne, a été célébrée avec ferveur par les églises missions pentecôtistes internationales Le Bon Berger. Dans des tenues traditionnelles ivoiriennes pour la plupart, les chrétiens du Bon Berger venus de toutes les églises d'Abidjan ont rendu culte à l'Éternel par la louange. Une louange rehaussée par la présence de chantres invités. Si la Pâque marque la libération du peuple d'Israël, elle célèbre surtout la résurrection de Jésus-Christ et sa victoire sur la mort. À cette occasion, le chrétien est invité à revoir son alliance avec Dieu. Et pour ce faire, la prophétesse missionnaire Alice Nguessan a réaffirmé l'avantage lié à la mort et à la résurrection du Christ à travers le thème de la souffrance à la gloire. Ce matin, il faut croire à la résurrection du Seigneur. C'est vrai, nous sommes en train de lire pour que vous compreniez le message. Mais je vais te faire comprendre. Il n'y a pas un autre nom que celui du nom de Jésus. Il n'y a pas quelqu'un, un nom de Dieu ne peut pas être plus grand que Jésus. Ce matin-là, Jésus a enlevé ton péché. Regarde ton voisin, dis-lui, je ne suis plus pécheur. Je ne suis plus pécheur. Je ne suis plus pécheur. Je suis plus pécheur. Mon tonton, Jésus dit tes péchés te sont pardonnés. Jésus est mort. On a pris son corps, on a mis. Quand on le frappait, dans sa chair, il y avait la guérison. La maladie a été coulée au poids. Et la guérison a été retirée. C'est ça qu'elle avait fait. La Sainte Seine, symbole de cette alliance avec l'Éternel, a été prise avant que la prophétesse Alice Nguessan ne conduise un temps de ministère. Sa naissance, reçois. Recevez. Il dit attention, attention, attention. Je vous ai dit attention. La puissance. Après la devant, s'il vous plaît. La Pâque 2017 est intitulée Pâque de gloire dans les églises missions pentecôtistes internationales Le Bon Berger. Ce thème a été choisi à dessein, comme nous le dit la prophétesse missionnaire Alice Nguessan, fondatrice de la mission pentecôtiste internationale Le Bon Berger. La Pâque pour nous est très importante parce que nous venons pour fêter la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc cette année, à cette Pâque 2017 que nous avons vécu, nous avons fêté, sachez-le, peuple de Côte d'Ivoire, que Jésus est en mouvement. Mais la Pâque reste avant tout un moment de réjouissance. Et la servante de Dieu et son peuple ont longuement chanté et dansé pour la gloire de l'Éternel. En Afrique, l'ancien président sénégalais Abdoulaye Wade est de retour sur la scène politique. Il organise son parti, le PDS, pour les prochaines élections législatives au Sénégal. L'ancien président sénégalais Abdoulaye Wade de retour sur la scène politique. C'est bientôt les législatives au Sénégal et l'ancien chef de l'État, toujours secrétaire général du Parti démocratique sénégalais, était ce jeudi 13 avril au consulat du Sénégal à Paris en France pour s'inscrire sur les listes électorales. À mon âge, je ne peux pas me présenter comme candidat à la présidence de la République.
Mais il n'y a aucune loi qui m'empêche d'être dans une liste électorale et de prendre la tête d'une liste électorale. Âgé de 91 ans, le secrétaire général du PDS fait ainsi référence au code électoral sénégalais. Ce dernier limite l'âge pour se présenter à l'élection présidentielle à 74 ans. Mais l'âge n'étant pas limité pour être député, il espère donner un coup de pouce à son parti et pourquoi pas briguer la députation. Abdoulaye Wade est quelqu'un de très obsédé. C'est pourquoi il a fait 26 ans d'opposition pour arriver au pouvoir. Aujourd'hui, l'autre obsession d'Abdoulaye Wade, c'est de faire élire son fils président de la République. Il a essayé le projet en 2012, ça n'a pas marché. Mais Abdoulaye Wade n'a pas renoncé à son projet. Aujourd'hui, s'il parvient à faire l'opposition, s'il parvient à avoir la majorité, il est évident que l'une de ses préoccupations sera de faire voter une loi d'amnistie pour son fils Karim Wade qui pourra ainsi avoir une carrière politique. Ces derniers jours, Abdoulaye Wade, l'opposant historique à Léopold Sédar Senghor et Abdou Diouf, a prêché pour un front commun de l'opposition aux législatives de juillet 2017 avec une liste unique contre la coalition au pouvoir. Le candidat malheureux à la présidentielle gabonaise, Jean Ping, ne décolère toujours pas. L'opposant a une nouvelle fois revendiqué son titre de président élu lors d'un meeting samedi. Jean Ping remobilise ses troupes. L'opposant gabonais était face à ses partisans samedi à Libreville. Devant près de 20 000 personnes, selon les organisateurs, le candidat malheureux à la présidentielle du 27 août au Gabon a dénoncé ce qu'il appelle le coup d'état électoral de son rival, le président gabonais Ali Bongo Ondimba. Celui qui se considère toujours comme le président élu du Gabon a tenu par ailleurs à rassurer ses partisans. Je réaffirme que jamais, et pour rien au monde, je renoncerai au pacte qu'ensemble nous avons conclu le 27 août 2016. Les supporters de Ping n'attendent plus qu'une chose, l'installation de leur champion au sommet de l'État. Nous avons élu un président qui s'appelle Jean Ping. Nous voulons que Jean Ping accède maintenant dans son pouvoir, dans cette trône. Même son de cloche du côté des acteurs de la société civile. Ceux qui se sont retrouvés ici, ce sont ceux qui réclament la vérité des urnes. Et moi, je fais partie de cela. Ce meeting a été organisé alors que se poursuivent les travaux du dialogue organisé par le pouvoir et boycotté par Jean Ping, qui appelle d'ailleurs Ali Bongo à la passation des charges sans délai. Un nouveau courant politique est né en République démocratique du Congo. Issu de l'opposition, ce courant milite pour la candidature à la présidentielle du fils de l'ex-chef de file de l'opposition, Étienne Tshisekedi. C'est un nouveau courant qui se déclare au sein du rassemblement de la mouvance Félix Tshisekedi. Porté par les amis du défunt Étienne Tshisekedi, ce courant soutient la candidature de Félix Tshisekedi à la présidentielle à venir. Cependant, les concernés ne s'est pas encore prononcé. Ça ne sert à rien aujourd'hui qu'on se cantonne avec ces débats des premiers ministres, mais il est temps qu'ils puissent prendre l'ossature et aujourd'hui le courage de se déclarer candidat, comme il ne veut pas le faire. Comme nous l'avons fait pour sa candidature Premier ministre, comme nous l'avons fait pour qu'il soit chef de délégation, nous avons aussi la liberté de dire qu'il peut être candidat président de la République. Du côté du rassemblement qui a proposé et obtenu la nomination de Bruno Tshibala, on estime que l'heure n'est plus à la division. Son président, Joseph Olengankoy, qui s'est exprimé devant les membres du comité des sages et les militants ce dimanche de Pâques, appelle tous ceux qui se réclament héritiers politiques d'Étienne Tshisekedi de soutenir le nouveau Premier ministre. Nous allons mettre tout en œuvre pour essayer de s'auto-convaincre et surtout d'aller vers nos frères et sœurs, leur faire comprendre les bien fondés de notre démarche. Pour ceux et celles qui avaient le retard de compréhension, il a fallu poser certains actes courageux pour sauver notre propre histoire et sauver notre pays. Alors que la restructuration qui a porté Félix Tshisekedi et Pierre Lumbi à la tête du rassemblement a divisé cette plateforme, la création d'un autre courant risque de porter encore un coup dur à cette aile du rassemblement au cas où les concernés appuieraient cette initiative. On aura ainsi deux candidats présidents de la République dans une même plateforme. La maturité de l'opposition congolaise est ici mise en épreuve, sa cohésion fortement ébranlée. Une situation qui n'est pas de nature à faciliter la solution dans la crise politique que traverse la RD Congo.
Toujours au Congo, la Fédération internationale des droits de l'homme, FIDH, et l'OCDH, dans un communiqué rendu public vendredi à Paris, s'alarment de la situation des droits de l'homme dans la région congolaise du Poul. Au Congo, la Fédération internationale des droits de l'homme, la FIDH, dans un communiqué rendu public ce vendredi à Paris, s'alarme de la situation des droits de l'homme dans le Poul. Le département considéré comme rebelle, lit-on dans le communiqué, demeure fermé à tout observateur extérieur et les autorités congolaises, d'après la FIDH, ainsi que des groupes armés non identifiés, s'y livreraient à des violations massives des droits de l'homme. Bombardement des civils, éviction forcée des populations, arrestations arbitraires et actes de torture et traitements inhumains. Depuis un an, précise la FIDH, près de 30 000 personnes au moins auraient été déplacées de force dans le département du Poul et plusieurs dizaines d'individus seraient morts ou portés disparus à la suite de l'intervention des forces armées et de sécurité congolaises ainsi que de mystérieux éléments armés non identifiés dans la zone. La FIDH déplore aussi la situation de précarité des réfugiés. Du côté des détenus politiques, la FIDH déplore le sort d'environ 130 prisonniers d'opinion détenus d'après elle dans des conditions parfois inhumaines avec un accès intermittent à leurs avocats et leurs familles. D'où le souhait de la FIDH d'une fin de la répression dans le Poul, des enquêtes indépendantes et des procès équitables pour des prisonniers politiques à défaut de leur libération. La municipalité de la ville portuaire de Durban, en Afrique du Sud, s'est lancée dans une opération de transformation de son centre-ville réputé dangereux. Mais il faudra des années pour faire revivre tout le centre-ville de Durban. Ce portrait d'un célèbre avocat sud-africain est devenu un point de repère du centre-ville de Durban. Il a été réalisé par Sakile Mlongo, un artiste qui participe à un projet destiné à rendre la 3e plus grande ville d'Afrique du Sud plus belle et plus agréable à vivre. Au lieu de voir des bâtiments peints en gris ou en jaune, vous voyez quelque chose qui vous émeut, quelque chose qui vous parle, quelque chose qui redonne de la vie à cette ville. Dans les années 90, après la fin de l'apartheid, le centre-ville s'est vidé de ses résidents les plus aisés, majoritairement blancs. Les immeubles insalubres, la violence des gangs et les embouteillages sont devenus le quotidien des habitants restés sur place. La municipalité s'est donné pour mission de transformer le centre. Nous avons regardé ce que faisaient d'autres villes, nous avons comparé avec la nôtre et nous nous sommes demandé comment la faire évoluer. Comment créer des emplois pour les jeunes, comment faire fructifier nos industries, comment empêcher les entreprises de fuir le centre-ville vers d'autres quartiers. Plusieurs entrepôts abandonnés ont été réhabilités pour accueillir des petites entreprises et des restaurants. La ville veut attirer les investisseurs dans un centre-ville plus moderne et plus sûr. C'est un super concept qui rend la ville vivante et plus attirante pour les habitants, parce qu'ils en ont marre de la situation. Les locataires qui sont ici travaillent avec la municipalité. Nous avons créé ce qu'on appelle des zones de régénération urbaine avec des partenariats publics-privés pour garder les lieux propres, pour améliorer l'éclairage et la vidéosurveillance. Ces zones sont plus sûres, plus propres et ça stimule la croissance et la création d'emplois. La mairie compte aussi moderniser les infrastructures, notamment les transports publics, et construire un nouveau gratte-ciel. Mais il va falloir des décennies à Durban pour réaliser ses chères ambitions. Le mois dernier, la ville a perdu le droit d'organiser les Jeux du Commonwealth 2022, faute de moyens suffisants. À l'international, 5 personnes sont mortes lundi dans le crash d'un avion de tourisme près de Lisbonne, au Portugal. 3 ressortissants français font partie des victimes de cet accident. Un avion de tourisme s'est écrasé lundi près de Lisbonne, au Portugal. Les 4 occupants de l'appareil, dont 3 Français, n'ont pas survécu à la collision. L'avion s'est écrasé sur un supermarché. Une 5e victime est morte sous les décombres. 3 blessés ont été rapidement hospitalisés, mais leurs jours ne sont pas en danger. L'accident s'est produit alors que l'avion venait de décoller, explique ce responsable de la sécurité. L'avion a heurté un camion qui était garé sur le parking de Lidl. Ensuite, le feu a pris, endommageant une maison et le supermarché attenant. À ce stade, le feu est maîtrisé. L'avion venait de quitter l'aérodrome de Tires sur la commune de Cascais, à 1 km des lieux du crash. Le bimoteur devait rejoindre Marseille en fin de journée. Le pilote d'origine suisse n'a pas survécu à l'accident.
Une enquête a été ouverte pour déterminer les causes de cette catastrophe. Le week-end pascal n'a pas été de tout repos pour les gardes-côtes italiens. Ils ont multiplié les opérations de sauvetage pour venir en aide à plus de 6000 migrants qui se sont lancés dans la traversée de la Méditerranée. Pas de trêve de Pâques pour les migrants, au contraire. Depuis vendredi, plus de 6000 personnes ont embarqué au départ de Libye pour une traversée de la Méditerranée. Les gardes-côtes italiens multiplient les opérations de sauvetage. Ils sont appuyés par des organisations non gouvernementales qui disposent de bateaux sur zone. Mais cela n'empêche pas les drames. Des réfugiés, parfois des enfants, sont retrouvés morts dans les embarcations des migrants. Ils meurent soit étouffés, soit noyés. 7 corps sans vie ont ainsi été comptabilisés ce week-end. D'après les chiffres de l'Organisation internationale pour les migrations, depuis le début de l'année, plus de 27 000 personnes ont rejoint les côtes italiennes depuis la Libye. C'est un tiers de plus que l'an dernier à la même période. En 4 mois, ce sont déjà 666 réfugiés qui ont trouvé la mort en Méditerranée. En Italie, le petit village de Sant'Alessio qui s'est-elle vidé de ses habitants revit grâce à l'accueil de réfugiés et des demandeurs d'asile. Le village compte 330 âmes, dont des dizaines de migrants arrivés d'Afrique ou du Moyen-Orient. Reportage. Un terrain de foot et une salle de gym flambant neuf. Tout ceci n'aurait jamais été possible sans l'arrivée de dizaines de migrants à Sant'Alessio in Aspromonte. Car comme beaucoup de villages de Calabre, une des régions les plus pauvres d'Italie, ce petit bourg s'était vidé de ses habitants partis travailler au nord. En 2013, Sant'Alessio a décidé de faire partie d'un réseau d'accueil de migrants en mettant notamment à leur disposition des appartements. Depuis, des dizaines de personnes venues du Ghana, d'Irak ou encore du Nigeria ou du Mali sont passées par ce village. L'action que nous avons mise en œuvre est une action humaine et humanitaire. C'est la chose la plus importante. Ensuite, je ne cache pas que ce genre d'accueil des réfugiés et des demandeurs d'asile a des retombées importantes. Il y a plus de vie dans le centre de notre petit village. Des retombées économiques aussi. En tout, 16 personnes ont trouvé un emploi dans le village lié à l'accueil de ces réfugiés. Cours de langue ou de menuiserie, Sant'Alessio a également pu garder un médecin et une école indispensables à sa survie. Un village à taille humaine, une chance également pour tous ces migrants souvent passés par de gros centres d'accueil d'urgence avant d'atterrir ici. Avant, quand j'étais dans le camp de Mineo, j'étais tout le temps inquiet. Trouver à manger était un problème. Si vous aviez besoin de médicaments, c'était un problème aussi. Ici, vous appelez, il y a le médecin. Les habitants voient d'un bon œil l'installation de ces migrants et parce qu'ils l'ont eux-mêmes souvent vécu, ils comprennent les difficultés du déracinement. Antonio Sacca a passé 54 ans loin de chez lui, à Turin, où il travaillait. Ils se comportent bien. Ce sont de braves gens. Si on a besoin de travailler la terre, on les appelle. Ils viennent et bien sûr on les rémunère. Ils se rendent utiles. L'État verse jusqu'à 45 € par jour et par personne. Sur ces 45 €, les migrants en touchent 4 par jour pour manger et un peu plus de 10 par semaine d'argent de poche. Le reste paie les loyers, les salaires et les services. Une bouffée d'oxygène pour le sud de l'Italie. 4 villages à proximité de Sant'Alessio ont d'ailleurs décidé de suivre son exemple. Le président français François Hollande a présidé samedi une cérémonie de naturalisation pour 28 anciens tirailleurs sénégalais ayant combattu dans les rangs de l'armée française. C'est 7 ans après les indépendances africaines. Monsieur Abdou Samba Diop, né en 1931. Salle des fêtes de l'Élysée, sous les ors de la République, 28 tirailleurs sénégalais redeviennent enfin français. Tous ont combattu sous la bannière tricolore. Solennellement, le président Hollande met fin à un demi-siècle d'attente. Je vous l'affirme ici, la France est fière de vous accueillir comme vous avez été fiers, vous, de porter son drapeau, celui de la liberté. Première et Deuxième Guerre mondiale, guerre d'Indochine et d'Algérie, les tirailleurs sénégalais ont toujours défendu la France. Ils prennent contact avec le bled algérien et sont lancés dans l'action. Ce corps militaire regroupe tous les soldats issus des colonies d'Afrique.
Parmi eux, Yoro Diao, 89 ans. À l'indépendance du Sénégal en 1960, il a perdu sa nationalité française. Alors fièrement, il nous montre son dossier qui atteste de sa réintégration à la République. C'est le plus grand jour de ma vie. C'est une dignité que le président Hollande nous a redonnée. Une dignité que Yoro Diao pensait avoir perdue pendant toutes ces années. Dans la petite chambre de ce foyer, il a vécu dans la précarité, mais a toujours précieusement gardé les souvenirs de l'armée française. Lui, le fils et petit-fils de tirailleurs, lui, le héros de guerre aux multiples récompenses. Quand il y avait un blessé, j'étais toujours volontaire pour le chercher. Vous voyez, symbolise ma bravoure, mon sacrifice au feu. Et ça me rappelle aussi les camarades qui sont tombés à mes pieds. Yoro Diao et ses compagnons d'armes sont les premiers à réintégrer la nationalité française. Le président s'est engagé à faire de même pour tous les autres tirailleurs sénégalais qui en feront la demande. Parlons présidentielle française. Jean-Luc Mélenchon aura marqué la campagne présidentielle en France grâce à l'expérience de l'hologramme. Le candidat de la France insoumise a parlé le 18 avril à Dijon et était virtuellement présent simultanément dans Civil. Jean-Luc Mélenchon, physiquement à Lyon, et son hologramme à Paris. Avec cette technique, une première pour un meeting politique en France, le candidat de la France insoumise a tapé fort. On le voit sur les images, il s'est très bien approprié le système. Et l'objectif étant de passer son discours et voilà. Après, l'hologramme va donner une illusion de profondeur si on rajoute de la lumière, si on éclaire le fond. C'est l'équipe du candidat qui a elle-même contacté la société Adrenaline Studio en charge du dispositif. Pendant 4 jours, on a fait des tests de transmission de satellites, des répétitions avec Jean-Luc Mélenchon, la validation des vêtements. Et même si c'est un live, comme un artiste, on voulait avoir la main un peu sur ce qui allait se passer. On ne pouvait pas improviser, il faut... son discours était, bien sûr, c'est son discours à lui et ça, on sait pas, on n'y touche pas. Par contre, comment il allait apparaître, comment créer le buzz et ainsi de suite. Donc c'est là-dessus qu'on a travaillé et qu'on a sécurisé. La technique a un coût, entre 50 000 et 100 000 euros, rien que pour le premier meeting entre Lyon et Paris. Mais selon cet analyste, c'est une réussite. C'est une réussite parce que ça lui permet de dire, en dehors de mon âge, je vous permets de vous montrer que je suis adepte de nouvelles technologies et de méthodes d'approche qui peuvent être des méthodes d'approche un peu nouvelles par rapport à ce qui pourrait être fait par d'autres candidats. Mardi, Jean-Luc Mélenchon réitère l'initiative. Son regard, ses gestes, tout a été étudié. Il doit rester dans un espace limité. Une équipe va le filmer sur place. Et cette fois, son hologramme sera diffusé dans 6 villes de France. Un vrai challenge. On va récupérer ce flux vidéo, ce flux part au car satellite, il monte au satellite. Là, il redescend sur Civil, où on a 6 cars satellites qui récupèrent le signal, et il part directement en régie pour aller dans le vidéoprojecteur, qui va projeter alors au sol, caché des yeux du public. Et à 45 degrés, on a un film tendu qui nous sert de miroir. On récupère le reflet de Jean-Luc Mélenchon sur scène. Jean-Luc Mélenchon réalise ces derniers jours une percée dans les sondages. Fort du succès populaire de ses meetings et de sa campagne active sur les réseaux sociaux, sa présence au second tour, en chair et en os, n'est plus totalement exclue. Terminons ce journal au Japon. Une mission scientifique française cherche les clés de la survie des coraux dans les eaux du Pacifique. Et leur salut pourrait se trouver dans de petites criques des îles volcaniques du Japon. Les clés de la survie des coraux pourraient bien se trouver au Japon, dans les eaux de l'île volcanique de Shikine, à 160 km de Tokyo. Partie de France, voilà un an que la goélette scientifique Tara sillonne le Pacifique pour analyser les récifs coralliens menacés de disparition par le réchauffement climatique. Alors ça fait 20 ans que je travaille sur les récifs coralliens et pendant ces 20 ans j'ai vraiment observé un déclin du corail avec des taux qui vont de 50 à 80% de déclin du recouvrement corallien. Et ça c'est valable que ce soit dans le Pacifique ou dans les Caraïbes. Le corail est animal. Sorte de petite méduse,
il bâtit son squelette à l'extérieur de son organisme pour former à raison d'1 centimètre par an d'importants récifs. Principalement situés dans les zones tropicales, les récifs coralliens couvrent moins d'1% de la superficie des océans, mais ont une importance majeure. Ils abritent 1/3 de la biodiversité marine. Un récif corallien, il se compose non seulement du corail, mais également de poissons, mais aussi du plancton. Et tous ces éléments constituent l'écosystème récifal. Et justement, aucun élément, l'un sans l'autre, ne peut fonctionner correctement. Ça participe justement à l'équilibre de cet écosystème. Mais cet équilibre est fragile. L'augmentation de la température des océans liée au réchauffement climatique provoque le blanchissement et la mort des coraux dans les tropiques. On a espoir qu'éventuellement les coraux pourraient migrer vers les pôles. Donc, par exemple, le Japon est vraiment dans cette zone de transition entre récifs coralliens et zones tempérées. Donc là, on aperçoit que les températures montent dans toute la zone et donc qu'il pourrait avoir une migration des coraux vers le nord du Japon. Migrer vers le nord, oui, mais faut-il encore que les conditions y soient propices? Le CO2 dégagé par les activités humaines a aussi changé la chimie de l'eau. L'océan s'acidifie. Ici, dans le secteur de Chiquiné, qui héberge les coraux les plus septentrionaux au monde, les scientifiques ont fait un bond dans le temps. L'eau, naturellement acidifiée par l'activité volcanique, correspond aux conditions envisagées pour l'océan de 2100. Donc ici, en étudiant l'écosystème dans sa globalité, algues, corail, poissons, dans des zones acidifiées notamment, on va essayer de comprendre si ces zones septentrionales pourraient servir de refuge pour les coraux, ou bien si l'acidification des océans va en fait empêcher l'installation de ces coraux. Les premiers constats sont inquiétants. Le nombre d'espèces de coraux identifiés dans la zone acidifiée de Chiquiné est 10 fois moins important qu'un peu plus loin en milieu ordinaire. Pour l'équipe de chercheurs, le temps presse. Selon eux, d'ici 40 ans, plus de la moitié des récifs coralliens actuels pourraient disparaître. C'est ici que nous refermons cette page d'information. Merci de nous avoir suivis. Excellente suite de programmes sur The Blessing Channel.